Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle vidéo review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling avec aujourd'hui l'édition de 2003. Et quoi de mieux pour parler pour eux que d'avoir le beau pull, le beau sweatshirt des rebuts du catch pour Romania. Voilà, allez vous abonner au rebut, c'est vraiment très cool. Ils font du très bon boulot. Même si bon, ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi et vous les connaissez certainement déjà. Édition 2003 donc, et je vais vous dire directement que c'était pas un bon show du tout. J'ai mis pardon, je vais vous dire tout de suite de 4,5 sur 10 pour l'ensemble du show, ce qui est pas une bonne note, mais quand on voit la première moitié du show, c'est un miracle d'avoir atteint cette note quand même, il faut le dire. Même s'il n'y a pas de grand match sur ce show, manque de star power oblige. Déjà l'édition, on va parler de l'année 2002 avant. Édition 2002, non. Année 2002, je disais donc avant la petite coupure, désolé, que il s'est passé deux choses hyper importantes dans l'histoire de New Japan en 2002. Une qu'on voit à l'écran et une qu'on voit pas. Alors première chose, c'est l'ouverture du New Japan Dojo, déjà, et aux États-Unis. Et deuxième chose, c'est le départ de Keiji Muto. Voilà, l'une des plus grandes stars de l'histoire de la compagnie, qui quitte le navire à son tour après Shinya Hashimoto. Deux des trois mousquetaires sont partis, il ne reste plus que Masahiro Shono au sein de la compagnie, le moins doué des trois en 2003 en tout cas, le moins bon. Et ça va se voir malheureusement. Donc on commence avec l'opener. Osamu Nishimura contre Tatsumi Fujinami. Alors l'histoire de ce combat, alors ça dure pas très longtemps, j'ai noté la durée, j'ai noté 8 minutes 10. Donc bon, j'ai mis 2 étoiles, tout est bien fait, mais bon, c'est des vétérans qui sont plus dans la force de large pardon. Et en gros, l'histoire du match, c'est que Tatsumi Fujinami, il est bien meilleur techniquement que Nishimura. Euh, donc il le domine assez aisément, il prend l'avantage toujours très facilement, mais Nishimura, il trouve toujours une sortie. Voilà. Quoi que lui propose Fujinami, Nishimura, il a une sortie. Et voilà, ça va être l'histoire du match pendant 8 minutes, jusqu'à ce que Nishimura réussisse à battre Fujinami. Voilà. Donc voilà, c'est pas passé grand chose, mais c'était plutôt bien fait, et c'était pas du tout le plus mauvais match du show. Ensuite, on a Shinya Makabe, pardon, rien à voir, contre Yutaka Yoshi, dans un match pour déterminer, enfin pour mettre en avant les jeunes, dans un tournoi même, pour mettre en avant les jeunes talents. Donc Makabe va dominer techniquement et physiquement le match, mais il va pas réussir à finir, et à un moment, Yoshi, il va gagner. Il va se faire dominer, et puis quand l'orage sera passé, il va gagner le match. Voilà. Donc, voilà. Un show très mauvais, hein. Donc je pense que la review va aller assez vite, malheureusement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce show et sur les combats. Dans la deuxième demi-finale de ce tournoi, Kenzo Suzuki va affronter Ryuji Yanagisawa dans un match de 9 minutes dont j'ai pas envie de parler. Il n'y a rien à dire sur ce match en fait. C'est 9 minutes de vide de remplissage. J'ai mis une étoile quand même pour la forme. Voilà. Ça l'a mérité, même pas. Ensuite, on a un très mauvais match entre. Alors, comment il s'appelle déjà euh, Les Makai Mask, je crois que c'est leur nom, je sais plus. 1 et 2, ou 2 et 3. 1 et 2, je crois. Donc en fait, c'est Giant Silva et Jun Hirata. Junji Hirata, son prénom. Contre Hiro Saito et Tatsuhito Goto, un gros dud. Voilà. Ça dure 7 minutes 50. J'allais dire une grosse brawl. C'est une brawl. Voilà. C'est une brawl déstructurée, il se passe rien. C'est très lent. C'est vide. Tu as l'impression que ça ne savent pas quoi faire. Il faut que ça paraisse un peu épique dans l'idée, mais il se passe rien. Voilà. Il y a le pire coup de chaise, il y a peut-être le pire coup de chaise de l'histoire dedans. Il y a peut-être le pire powerbomb de l'histoire dedans. Il y a l'arbitre qui dort. Franchement, nul, nul. Gros dud sur ce match. Ensuite, on a encore des Makai Masks, numéro 4 et 5, si je dis pas de bêtises. Et sous les masques, on reconnaît Katsuyori Shibata et Mitsuya Nagai, qui vont affronter Takashi Iizuka et Masaito Kakihara. J'ai mis 2 étoiles à ce match, ça dure 10 minutes 54. Kakihara et Shibata sont très effacés, les 2 étoiles je les mets parce que, pour toutes les interactions qu'il y a entre Iizuka et Nagai, parce qu'on est en 2003 et en milieu 2001, Nagai a blessé assez sérieusement l'Izuka,
qui va être en dehors des rings pendant, je crois, un petit peu plus d'1 an, si je dis pas de bêtises. Donc il va revenir mi-2002. Et on sait tout de suite que Naga il est sous le masque parce que l'Izuka elle est hyper agressif sur lui. Donc voilà, après on reconnaît avec son moveset hein, aussi, avec son body language, tout ça. Mais voilà, ça. Je dis pas que ça valait pas sa place sur le show parce que à cette période-là, New Japan Pro Wrestling a un gros déficit de star power euh, et ça va pas s'arranger dans l'immédiat. Donc voilà, 2 étoiles pour l'animosité qu'ils ont réussi à dégager dans leur match, mais sinon, il s'est pas passé grand chose. La première bouffée d'air frais de ce show, il était temps. Dans un match 3 contre 3 pour les juniors, pour un match en 3 contre 3, pardon, chez les juniors heavyweight, voilà, je vais y arriver. Ce match se compose de hits, à savoir Minoru Tanaka, dans une tentative, je pense, un peu désespérée de recréer un Jushin Liger. Voilà, un mec masqué, tout ça, un peu flamboyant, mais Tanaka, tu sens qu'il n'est pas du tout motivé à interpréter cette gimmick-là. Donc ça marche pas plus que ça. En équipe avec Masayuki Naruse et Tiger Mask 4 contre Takehiro Murahama, Jushin Liger et Koji Kanemoto. Première chose étonnante, Koji Kanemoto est annoncé en dernier. C'est un petit détail, mais généralement, quasiment tout le temps chez New Japan Pro Wrestling et au Japon en général, quand on présente des équipes, ça marche aussi aux États-Unis d'ailleurs, quand on présente une équipe, on annonce la personne la plus importante, le plus haut pushy, la plus grosse star en dernier. Donc je m'attendais à ce que ce soit Liger qui soit annoncé en dernier, mais c'est Kanemoto qui est annoncé en dernier, après Liger. Donc, Kanemoto considéré comme la plus grosse star de la division de Junior Heavyweight. Donc c'est un match qui dure 16 minutes 10, très dynamique, donc c'est tout ce qui est Junior Heavyweight. C'est pas toujours maquin parce que ça manque un peu de ligues d'intelligence parfois, à mon sens. Ça démarre comme assez souvent, voilà, les deux équipes sont dans le ring, il y a les 6 catcheurs, la cloche sonne, boum, tout le monde se fout sur la gueule. C'est bon. Les Junior Heavyweight, je trouve que c'est très cliché un peu dans cette période-là. Donc voilà, c'est pas spécialement ma cam. Mais ça reste un match dynamique avec pas mal de spots, etc. Ils arrivent à alterner plutôt bien les séquences entre moments de spot un peu fun et flamboyant avec des séquences un peu plus stiff, bagarre et tout ça. Même si les transitions sont pas hyper bonnes, je trouve que ça vient au bon moment. Les changements de séquence viennent au bon moment, mais c'est la manière dont ça arrive, donc c'est pas hyper bien fait, je trouve. Mais voilà. Chose aussi que j'aurais aimé voir un peu plus, Kanemoto et Liger qui sont deux anciens rivaux, deux grands rivaux, ils vont devoir faire équipe un peu plus tard dans le mois de janvier pour affronter Koshinaka et... Non, pas Koshinaka, Kikuchi et je sais plus qui. Ils sont champions par équipe de New Japan, mais en fait c'est des mecs de Noah. Donc des mecs un peu qui sont pas de la compagnie, donc du coup c'est un petit peu honteux dans l'idée d'avoir perdu les titres contre des mecs extérieurs à la compagnie. Donc ils vont s'associer pour aller récupérer les titres. Donc je crois que ça arrive un truc du genre le 26 janvier ou un truc comme ça, donc 20 jours plus tard. Et j'aurais aimé les voir faire des double team moves, etc. Un peu les voir sur la même longueur d'onde et tout ça. Mais au final on n'a pas eu ça. Donc c'est dommage. Je trouve que ça aurait été un chouette élément scénaristique en plus au combat. Donc voilà. La finale du tournoi des jeunes. Une étoile, je passe, c'est pas terrible. Je crois que c'est contre Kanemaru. Enfin, je crois que c'est Kikuchi et Kanemaru qui sont champions par équipe de New Japan chez Noah. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Ensuite, on a un match tag entre Kazunari Murakami et Taizo Yasuda, qui sont deux mecs du shoot, enfin du shoot, oui, qui sont des vrais combattants, hein, de Pride notamment. Non, pas sûr. Non, peut-être que je dis une connerie, Pride. Je suis pas sûr, mais voilà. Bref, on s'en fout. Ils vont affronter Michiyoshi Ohara et Shinsuke Nakamura dans un petit match de 7 minutes 12 auquel j'ai mis 2-3 quarts. Donc 2-3 quarts en 7 minutes, c'est pas mal. Alors moi je suis un gros fan de Shinsuke Nakamura. Je suis un gros marque de Nakamura. Déjà ce qu'il faut noter c'est qu'on est le 4 janvier et que au 31 décembre, donc 4 jours plus tôt, il y a eu le Inoki Bomaye auquel a participé Shinsuke Nakamura et Taizo Yasuda.
qui vont commencer le match. Et je dis ça parce que Nakamura, il a une gueule pas possible. Il est un peu boursouflé, il est pansementé, j'ai envie de dire. Il a des bandages un peu partout sur la gueule. Parce qu'il a pris très 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 cher au Inoki Bomaye. Alors, je l'ai dit dans une précédente vidéo, en parlant des Gracie. J'adore la famille Gracie, mais je confonds les prénoms d'un peu tout le monde. Et je crois que c'est Daniel Gracie qui affronte Nakamura. Et je crois que c'est Daniel qui met une grosse branlée à Nakamura. Je suis pas sûr du prénom encore une fois, mais Nakamura affronte un Gracie et prend une sacrée belle branlée, quand même le dire. Et Yasuda aussi était dans un match au Bomaye et a perdu lui aussi. D'ailleurs, il y a 3 lutteurs qui ont participé au Bomaye. Le troisième, il a aussi perdu. Voilà, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà. Alors le match commence un peu de manière bizarre. Ça commence un peu en mode shoot style. Et puis on dérive vers du catch. Je trouve que c'est un peu bizarre comme construction. Je sais pas si ça a été vraiment volontaire ou pas. Des emmenés au sol assez legit. Et Nakamura très rapidement, il commence avec Yasuda et il va prendre un coup de poing. Il va être sur le dos, Yasuda va être par-dessus, il va lui mettre un coup de poing. Et je sais pas s'il lui ouvre une plaie au niveau du front ou s'il éclate une petite partie de l'arcade. Mais Nakamura il pisse le sang. Et il va se faire défoncer, mais d'une violence. Et il va passer pour une merde, une serpillière Nakamura. C'est chaud. Surtout contre Murakami qui va lui mettre une branlée. Murakami, à chaque fois qu'il est souvent dans des matchs tag, et dès qu'il rentre, il se passe quelque chose. Il y a une espèce de rade qui arrive, je sais pas trop. Mais le mec, quand il rentre, il te captive un peu. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Quand le mec rentre, je suis captivé. Parce que je sais pas, c'est parce qu'il dégage et tout, il a une gueule de branleur un peu. Et, euh, et il va mettre une grosse branlée à Nakamura. Nakamura, à un moment donné, il va réussir à se sauver. Il va faire un changement avec O'Hara. O'Hara, il va rentrer, il est un peu plus frais. Voilà, il arrive un peu géré. Enfin, pas forcément géré très très longtemps, mais à se débrouiller un peu. Et ça appartient un peu en couille. O'Hara et Murakami vont finir dehors. Yasuda et Nakamura ils vont être à nouveau les hommes légaux. Et ils vont se battre dans le ring. Nakamura il va prendre un peu une branlée. Il va réussir à placer une grosse German et il va passer pas loin de la victoire. Euh, donc voilà, le babyface qui s'accroche, etc. Et il va même réussir à remporter la victoire. Shinsuke Nakamura, c'est pour dire. Et j'étais très très content à la fin du match. Parce que déjà, Nakamura, je l'adore. Mais surtout par le scénario du match. Et le mec, il a pris une grosse branlée. Il a rien lâché, il s'est pas caché. Quand il était en grosse difficulté, il a fait le changement. Mais ensuite, il est pas allé dormir à l'extérieur. Il s'est relevé, il a attendu dans le coin. Et à la première opportunité, il a demandé le changement et il est revenu dans le ring. Il est revenu pour se battre. Et il réussit à récupérer la victoire à la fin. Gros scénario de babyface, d'underdog, etc. Donc franchement, le boulot est réussi. Petit 2-3 quarts en 7 minutes, encore une fois. Je trouve que ça a été plutôt bien fait. Voilà. Ensuite, on a un match par équipe qui dure assez longtemps, peut-être trop longtemps. euh, à savoir entre Masahiro Chono et Manabu Nakanishi contre l'équipe Tenkoji, la célèbre équipe Tenkoji. J'ai mis 3 étoiles pour un match de 23 minutes. C'est pas mal, mais franchement, alors c'est peut-être parce que tout le début du show était nul à chier, que tout ce qui arrivait après, j'ai très très aimé, mais bon, dans l'absolu, c'est quand même pas un match fou fou fou. Les champions par équipe, il faut le savoir, à cette époque-là, c'est Masahiro Chono et Hiroyoshi Tenzan, donc ils se font face dans ce combat. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petites histoires sous-jacentes. Alors il y a Manabu Nakanishi qu'on push, pardon, très très fort. Voilà, je pense que Chouchou, Booker, Nakanishi, il est très très dans la lignée d'un chouchou, donc pas étonnant qu'il soit pushé aussi fort. Donc voilà, je disais les champions par équipe séparés, voilà, il y a une grosse histoire. Ils sont un peu mentors les deux. Enfin, Shono est vraiment considéré comme le mentor de, de Hiroyoshi Tenzan. Ils ont été 7 fois champions par équipe ensemble. Alors là, je crois qu'ils sont à leur 4e règne, 4e ou 5e. Ils vont encore être champions plus tard. Des règnes qui vont durer parfois très longtemps, plus d'un an. Donc voilà, les deux qui sont un peu séparés sur ce match-là parce que Tenkoji. Ce Tenzan, il voulait refaire équipe avec Kojima qui était un peu parti de la compagnie. Il revient et ils refont équipe ensemble. Satoshi Kojima, il y a une grosse rivalité avec Masahiro Shono parce que quand il y avait la NWO au Japon,
À un moment donné, il y avait un gros clan très fort et puis les deux se sont séparés, un peu comme ce qui s'est passé chez WCW, même si c'était un peu moins le bordel chez New Japan. Il y avait la NWO avec Keiji Muto comme leader, il y avait celle avec Masahiro Shono. Euh, Kojima, il était dans celle de Shono et il a quitté pour rejoindre celle de Muto. Enfin, il était proche de Shono et quand il y a eu la séparation, il a rejoint plutôt celle de Muto. Et du coup, ça a mis l'animosité entre les deux qui est très présente dans ce match-là. Notamment au début où Kojima il se fait quand même pas mal casser la gueule par Nakanishi dans le ring. Mais dès qu'il aura une opportunité d'aller mettre un coup à Shono, il va le faire. Il y a un moment, il va lui mettre, je sais plus, je crois que c'est un coup de coude ou un coup d'avant-bras. Shono qui est à l'extérieur, Shono il va tomber à l'extérieur du ring. Nakanishi il va attaquer Kojima par derrière, il va lui casser la gueule dans le ring. Dès qu'il aura une seconde, 15 ou 20 secondes après, dès que Nakanishi va le laisser un tout petit peu souffler, Kojima il va rouler à l'extérieur, pas pour reprendre son souffle ou s'écarter de Nakanishi, mais pour aller s'en prendre encore une fois à Shono. Donc ça montre un peu toute l'animosité qu'il y avait entre les deux. Il y a plein d'histoires sous-jacentes dans ce combat, c'est plutôt pas mal. Le seul problème entre guillemets que j'ai, même si c'est pas loin d'être un match parfait, c'est que Masahiro Shono il commence à rentrer dans ces années un peu pénibles, ces années où il a très peu envie de travailler, je trouve, très feignant. Euh, alors, en 80, non, 80, on est en 2003, il a déjà près de 15 ans de carrière. 15 ans de carrière avec plus de 10 ans où il est très 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 souvent utilisé par New Japan. Depuis le début des années 90, il est là non-stop quasiment. Il y a juste eu une blessure dans les années 90 qui l'a forcé à se retirer un peu. Mais il travaille toujours, depuis plus de 10 ans, quasiment non-stop. Donc je comprends un peu que son corps soit un peu fatigué, etc. Mais je trouve que s'il avait envie, je pense qu'il pourrait faire plus. Il est très répétitif, très caricatural dans sa façon de catcher. Il fait quasiment que des beat boots quand il rentre dans les matchs. Il se passe pas grand chose quand Shono est dans le match. Il a même plus ce côté un peu grappleur qu'il avait encore il y a pas très longtemps, il y a 2 ans je crois, en 2001 aussi. Et il était encore capable de worker au sol. Là, il le fait plus du tout. Donc voilà, ma grosse déception, c'est Masahiro Shono sur ce match-là. Et ça va continuer ensuite. Donc, euh, donc voilà. Pré-main event, ensuite, dans un match que je note aussi à 3 étoiles, qui dure que 10 minutes cette fois. Tsuyoshi Kosaka contre le troisième membre, enfin le troisième catcheur qui a participé au Yaki Bombaye, c'est Yoshihiro Takayama, voilà, le fameux, célèbre pour son match contre Don Fry, notamment à Pride, je crois que c'est en 2002, je crois que c'est en 2002, en 2001, je sais plus, 2002 je dirais. Mais voilà. Pour le championnat NWF, World, je sais plus si c'était World ou International, ce titre, mais voilà. Alors c'est une réactivation du titre. En gros, ce championnat, c'est... alors il y avait la compagnie qui s'appelait NWF aux États-Unis, et New Japan Pro Wrestling va s'associer avec NWF pour faire un partenariat. Et à un moment donné, quand NWF va être en galère financière, ils vont fermer et ils vont être achetés par New Japan. Voilà. Il y a eu l'association au début avec la compagnie qui a fait qu'Inoki est devenu champion et rapidement la compagnie est fermée et donc la ceinture est restée chez New Japan Pro Wrestling parce qu'au début New Japan Pro Wrestling n'avait pas de championnat du monde, aucun. Comme All Japan Pro Wrestling n'avait pas de championnat du monde au début, donc ils ont eu des ceintures extérieures qu'ils ont ramenées à leur compagnie pour avoir un champion du monde. Pendant très longtemps, Inoki était champion NWF. Donc, comme je le disais, donc deuxième petite coupure, hein, désolé, je pense que ma caméra est bientôt morte. Tsuyoshi Kosaka contre Yoshihiro Takayama, petit 10 minutes pour le titre NWF. Donc, et le championnat NWF et le championnat d'Inoki, parce que Inoki, la première fois qu'il remporte ce titre, donc je vous expliquais d'où le titre venait, etc. Il le prend en 73, il le prend en décembre 73, si je dis pas de conneries. Dans mon souvenir, c'est toute fin 73, donc ça doit être décembre. Et il le garde jusqu'en 81, ou en 80, non, 81, jusqu'en mi-81, je crois. Et du coup, le championnat reste actif pendant 7 ans et demi. Donc 7 ans et demi, ça doit faire 89 mois.
ou 90 mois. Et sur les 90 mois, il y a 6 mois où Inoki n'est pas champion. Donc 84 mois sur 90 où Inoki est champion. Voilà. Pour l'anecdote, il le perd 3 mois contre Tiger Jet Singh, donc, qui était très populaire à cette époque-là, et 2 mois contre Stan Hansen. Hansen il prend le titre, il le garde 2 mois, Inoki bat Hansen pour récupérer le titre. Il y a encore un match entre les deux, ça finit en draw ou en no contest, le titre est vacant. Inoki récupère le titre, je crois 15 jours après, un truc comme ça. Et ça démarre son 4e règne à Inoki de champion NWF. Et Inoki rend le titre inactif tout de suite après. Donc voilà, pour revenir au match avec Takayama, je trouve que c'est simple, c'est efficace, ça dure 10 petites minutes, c'est concis. 3 étoiles quand même parce que l'histoire du match est plutôt bien racontée en 10 minutes. En gros, Kosaka, il fait tout pour emmener le match au sol contre Takayama, parce que Takayama, dans l'idée, c'est un gros gabarit, il n'est pas très mobile une fois qu'il est au sol, spécialement quand il est sur le dos. Donc Kosaka peut le dominer au sol et il va passer pas loin de prendre la victoire à quelques reprises, mais à un moment donné, ils vont se retrouver debout et Takayama va réussir à prendre l'avantage et il va enchaîner jusqu'à la victoire. Il va réussir à porter quelques power moves et ça va suffire à battre Kosaka. Donc voilà, opposition de style. Kosaka n'a pas réussi à battre Takayama au sol. Donc Takayama, quand il a réussi à reprendre l'avantage et à amener le match, amener le combat sur son terrain, c'est-à-dire debout, où ça se joue sur la force, Takayama il gagne. Voilà. Donc en gros c'est ça, et j'ai trouvé ça bon dans l'idée. Et ensuite le main event entre Yuji Nagata et Josh Barnett. Un match qui dure 10 minutes 40 et que j'ai noté à 3,15. Alors dans l'idée c'est pas non plus un main event de fou, mais 3,15 j'aurais peut-être pu mettre 3,5. Peut-être que ça, ouais, 3,15, 3,5 dans ces eaux là, pas plus en tout cas dans mon idée. C'était un super combat. Alors déjà faut se rendre compte que Josh Barnett à l'époque, c'est un monstre hein, dans le MMA. Je crois qu'il a un truc du genre il doit être à 11 ou 12 victoires pour une défaite, un truc comme ça. Donc il arrive avec beaucoup de momentum. Au Japon, le MMA, c'est un truc qui a supplanté le catch au début des années 2000. Une star du MMA, c'est beaucoup plus populaire qu'une star du catch. Donc quand un mec du MMA arrive dans le catch pour un one shot ou plus, forcément ça fait du bruit, forcément ça ramène des yeux, etc. Et Josh Barnett, en plus il a un physique, alors, il est très grand et tout, surtout à côté de Nagata. Donc déjà en termes de statut, le mec c'est une immense star. En termes de gabarit, il est beaucoup plus imposant que son adversaire. Même si dans l'idée, dans le kayfabe, Barnett il arrive au catch, donc c'est un sport de combat auquel il n'est pas habitué, il n'est pas forcément familiarisé avec les règles, c'est pas comme ça qu'il s'entraîne depuis tant d'années, etc. Contrairement à Yuji Nagata qui a passé entre guillemets toute sa vie à faire ça. Nagata il devrait avoir l'avantage dans l'idée, mais Barnett il a une telle aura que c'est lui qui arrive en tant que favori dans le combat. Et alors je pense que Josh Barnett il est très au courant de ce qui s'est passé avec Nagata dans le MMA. Donc le fameux KO que Nagata a pris en 20 secondes, 21 secondes je crois. Non 21 bref. Contre Crocop avec le grand coup de pied dans la gueule. Parce que le match commence exactement avec le même genre de coup de pied. Barnett il essaie de mettre un coup de pied, le même coup de pied à Nagata il esquive. Donc et je pense que le public a compris aussi, parce qu'il y a une réaction au début, les mecs ils ont touché un truc. Ils ont touché un truc et derrière plein de petits rappels qui sont cool, enfin plein de petits rappels, il y en aura un deuxième tout de suite après, avec Barnett qui va enchaîner avec une guillotine sur Nagata. Barnett qui avait déjà porté une guillotine à Nagata, je crois que c'est 1 ou 2 mois avant, je sais plus si c'est en novembre ou en décembre de l'année 2002, où Barnett vient défier Nagata pour le titre IWGP. Donc voilà, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'interaction entre les deux avant, donc il n'y a pas beaucoup de background sur lequel s'appuyer, on arrive quand même à faire le rappel et c'est plutôt pas mal je trouve. En tout cas ça ne gâche rien. Et voilà. Et dans l'exécution du combat, je trouve que ça a été très bien fait, même excellemment bien fait, dans le sens où George Barnett, donc c'est le favori, etc.
Et là, il va dominer Nagata, que ce soit physiquement, que ce soit au sol, etc. Le mec, il est largement au-dessus de Nagata sur le début de match. Et il lui met un peu une branlée, faut le dire. Et Nagata, il fait le fighting champion, qui lâche rien, never say die, et tout ça, et tout ça. Et le public embarque vachement dans, dans ce côté fighting spirit, hein, ça marche. Ça a toujours marché au Japon, hein, ce côté-là. Mais ouais, ça marche bien. Et le public se rallie à Nagata. Euh, Vraiment bien. Donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé notamment aussi la perf solo de Nagata qui est excellente, je trouve, sur ce combat. Autant dans un match, alors c'est pas similaire dans l'idée, mais ça se ressemble un peu sur le main event de l'année d'avant, en 2002, contre Jun Akiyama pour le titre JHC. J'ai trouvé Nagata un peu emprunté, un peu pâteau, etc. Il n'avait pas fait vraiment une belle perf. Et je trouve que dans l'absolu, il n'y avait pas d'alchimie spécialement entre les deux. Là, plus que d'avoir une grande alchimie entre les deux, je trouve que c'est surtout Yuji Nagata qui a brillé dans ce combat, d'un point de vue technique. Euh, Parce qu'il a été très, très bon, que ce soit en acting, en selling, dans la manière de leader le match, de mener le combat, que ce soit quand il soit à l'offensive ou quand il est dominé. C'est lui qui décidait un peu quand est-ce qu'on arrêtait cette séquence, quand est-ce qu'on en reprenait une autre, etc. Barnett, excellent, excellent grappleur. Donc au sol, Barnett, il était intestable, hein, pour Nagata. À côté de Nagata, Nagata c'est pas non plus. Il est bon technicien, mais c'est pas non plus un tueur absolu. Et dans l'idée, j'ai bien aimé toutes ces séquences où Barnett avait l'avantage au sol, parce que c'est un grappleur, et naturellement il est largement meilleur que Nagata. Et Nagata, il est dominé, il réussit à trouver une sortie. Et donc déjà, Barnett il domine au sol, donc on se dit putain, Barnett il est vraiment fort. Nagata il trouve une sortie, il arrive à sortir. Donc on se dit ah ouais, Barnett il est fort, mais Nagata il arrive à sortir, donc Nagata il est fort aussi. Et dans ses sorties, très volontairement, il laisse traîner un peu la jambe, un peu le bras et tout ça, pour laisser l'opportunité à Barnett de lui attraper quelque chose, et pour le ramener au sol, le dominer, etc., repartir sur un enchaînement un peu différent, sur une séquence différente. Et c'est le genre de truc qui élève un peu tout le monde, plus que d'avoir Barnett qui domine, donc qui est fort, et Nagata qui réussit à sortir, et donc Nagata est fort. Et bien, on va même plus loin que ça, c'est Barnett qui domine, Barnett est fort, Nagata réussit à trouver une sortie, Nagata il est vraiment fort. Mais malgré que Nagata ait réussi à sortir, Barnett il s'adapte tellement il est fort, et redomine Nagata derrière. Donc ça, c'est vraiment un truc qui élève un peu tout le monde, et c'est vraiment, c'était très 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 bien fait, je trouve. Euh, donc voilà. Nagata qui a parfaitement guidé Josh Barnett dans ce premier combat. Euh, voilà. Donc c'est à peu près là que je vais m'arrêter, hein. Un show que j'ai noté à 4,5. Voilà. Donc pas un grand show, un show moyen. Voilà. Que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le classement de tous les shows du 4 janvier de New Japan et les meilleurs matchs. Alors, il n'y a pas de matchs de ce show qui vont intégrer le classement, parce qu'il n'y a quand même pas de match folichon. Mais voilà. Bon. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, à la liker, à vous abonner, à la commenter comme d'habitude, et à me dire ce que vous en avez pensé. Venez discuter avec moi de ce que vous avez pensé du show, de la review, des matchs, si vous avez déjà vu des combats, ce que vous pensez de mon classement des shows, des matchs, s'il y en a que vous verriez plus haut, plus bas, etc. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, c'est toujours très agréable et très apprécié. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. La vidéo est déjà bien assez longue, je pensais pas que je ferais aussi long pour un tel show. Donc voilà, c'était Akamonchi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien.